Hypnose et santé, le podcast d'Emergence. Alors, docteur Viron, vous avez envie d'aborder un autre chapitre qui est celui de l'écosystème du patient. Mais c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'écologie. C'est la manière dont les humains, les animaux, les êtres vivants cohabitent en quelque sorte. Comment il y a un équilibre entre la terre, l'eau, les vivants, l'air. Tous ces équilibres-là concernent des notions d'écosystème. La notion de système est en fait assez récente puisqu'elle est apparue dans les années 50. C'est apparu en fait après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a une anecdote assez étonnante qui est décrite. Il était d'abord question de cybernétique. C'est un mot que tout le monde ou beaucoup de gens ont entendu sans toujours savoir ce que c'est. Oui. Un système cybernétique, tout le monde en a à la maison. Le plus simple, c'est le thermostat. Un système cybernétique, quand il est programmé ou mis en place, va autogérer, piloter un ou plusieurs appareils. Quand votre thermostat, vous avez demandé à votre thermostat qu'il fasse 20 degrés chez vous, s'il fait moins de 20, il va allumer la chaudière. S'il fait plus de 20, il va arrêter la chaudière. Vous n'avez plus rien à faire. Voilà, c'est la cybernétique, c'est-à-dire qu'il y a une information qui est envoyée à la chaudière va chauffer, le thermostat va vérifier la température, et si la température est suffisante, il va renvoyer une nouvelle... Donc, ça crée une boucle entre la chaudière et le thermostat, une boucle cybernétique. Mais cette cybernétique, donc, a mis en exergue quelque chose qui était tout à fait nouveau, c'est la notion d'interaction. Comment deux éléments sont reliés et comment chacun va influencer sur l'autre. La chaudière sur le thermostat sur la chaudière. Ce concept d'interaction, comme bien souvent, a mis en éveil un certain nombre de scientifiques dans d'autres domaines. On va pouvoir citer un très grand chercheur américain qui s'appelle Gregory Bateson, B-A-T-E-S-O-N, qui est un anthropologue, c'est-à-dire quelqu'un dont le métier de base est d'étudier et de décrire les modes de fonctionnement des populations humaines. Et quand il a entendu parler de cybernétique, ça lui a fait tout de suite penser à la manière dont fonctionnent des gens, comment deux personnes fonctionnent ensemble. Prenons un couple. Le fonctionnement de chacun des membres du couple va en partie dépendre du fonctionnement de l'autre. Chacun envoie des informations et va recevoir. Donc ça crée ce qu'on appelle une boucle d'interaction. Et à partir du moment où deux éléments sont reliés par une boucle, on va pouvoir commencer à parler qu'il s'agit d'un système dans lequel les actions, les attitudes, les positions, les informations que chacun envoie sont reçues par l'autre et vont renvoyer de nouvelles informations. Donc, ça crée une boucle. Et dans ces années, un peu plus tard, dans les années 60, ce chercheur a été sollicité pour étudier la communication du schizophrène. Et dans sa mission, pour étudier la communication, il n'est pas allé étudier la communication individuelle, mais il est allé étudier la communication à l'intérieur de la famille. Et donc, c'était tout à fait nouveau comme recherche. Ça a aussi été possible parce qu'il y avait l'apparition des caméras, des enregistrements, pour pouvoir revoir les séquences de communication. Ces études ont duré plusieurs années et se sont déroulées dans la ville de Palo Alto, aux États-Unis, à côté de San Francisco. Tant et si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'école de Palo Alto. Et ces recherches ont mis en évidence le fait que dans les familles avec un patient atteint de pathologie schizophrène, eh bien la communication aussi était très particulière. Pas seulement la communication du patient, mais aussi les interactions au sein de la famille. J'ai évoqué tout à l'heure le système d'un couple. Ici, nous avons 3, 4, 5, 6 ou 7 personnes qui sont en interaction. Donc, ça fait plus d'éléments, ça fait beaucoup plus d'interactions, ça fait beaucoup plus d'informations, ça fait beaucoup plus d'échanges. Et donc, ce sont des systèmes très, très compliqués. En tout cas, c'est là qu'apparaît la notion fondamentale de communication dans les familles, communication dans les couples. Et lorsque je vous parlais de ce qui se passe entre moi et mon patient,
Eh bien sûr, nous fabriquons un système thérapeutique. Et ce que je vais faire ou dire avec mon patient, il va lui réagir et faire ou dire des choses, je vais avoir de nouvelles informations, je vais lui en envoyer et on va fabriquer une boucle aussi d'interaction. Donc, on va fabriquer un système. En même temps, dans cette époque-là, ce concept de système est étudié pour les entreprises, pour les associations, pour les services hospitaliers, pour des systèmes politiques. Et va se dégager un certain nombre de règles qui vont permettre de définir un système. Pour un système, il faut plusieurs éléments, au moins 2. Il faut que ces éléments aient du lien entre eux. Il faut aussi que ces éléments soient en interaction pendant un certain temps, donc une temporalité qu'on retrouve avec une règle qui dit qu'un système ne peut pas ne pas changer, évolue en permanence et se transforme en permanence. Il se transforme puisque les gens ou les éléments qui sont à l'intérieur du système se transforment. Par exemple, un enfant devient un adolescent ou un jeune adulte quitte sa famille. Et aussi parce que ces éléments dans un système familial sont en permanence en contact avec d'autres personnes à l'extérieur. Donc il y a de l'information qui vient de l'extérieur. Pour parler de système, il faut aussi que ces différents éléments aient un objectif commun. Par exemple, une association. Dans le tout début de la définition d'une association, c'est quels sont les objectifs de l'association. Protéger les tortues, organiser la fête de l'école, faire du sport. Donc il y a un objectif. Et pour une famille, l'objectif c'est le bien-être, la sécurité, la protection mutuelle. Vous voyez, donc des objectifs extrêmement puissants. Et dans la notion de système, on parlait d'évolution, mais il y a aussi une notion extrêmement importante qui, elle, avait été découverte il y a bien longtemps, puisque c'était au milieu du 19e siècle, par un monsieur qui s'appelait Cannon, et qui avait décrit à l'intérieur de l'organisme, donc en physiologie, la notion de système. Aujourd'hui, on parle de système cardio-pulmonaire, le système neurologique, le système endocrinien. Il décrivait comme ça, il a commencé à décrire que chacun de ces systèmes est composé d'un certain nombre d'éléments qui se débrouillent de manière un peu extraordinaire pour fonctionner les uns avec les autres. Et ces systèmes se débrouillent en particulier pour maintenir un équilibre. Parce que pour qu'un être vivant reste vivant, il faut qu'il soit dans des conditions d'équilibre très précises. Vous savez par exemple que la température du corps ne peut pas s'éloigner de beaucoup de 37 degrés. Oui. Si ça baisse de 2 ou 3 degrés ou si ça monte de 3 ou 4 degrés, très vite, c'est la vie même qui est menacée. Donc, il faut bien qu'il y ait à l'intérieur de l'organisme des fonctions très efficaces qui mesurent la température et qui mettent en place des actions pour la corriger. S'il fait trop chaud, il y a la sueur, ou enlever les vêtements, ou aller chercher du froid. Inversement, s'il fait trop froid, eh bien, le corps va fabriquer par exemple, quand vous tremblez qu'il fait froid, eh bien, physiologiquement, c'est pour fabriquer de la chaleur. C'est-à-dire que l'énergie musculaire dans le tremblement est très très peu utilisée pour une action. Si vous marchez, vous allez mettre en œuvre beaucoup d'énergie musculaire. Mais cette énergie, elle est orientée vers une action. Manger, courir, se déplacer. Et cet équilibre, eh bien, s'appelle l'homéostasie. Et c'est une des fonctions fondamentales de tout système, c'est-à-dire trouver un équilibre à l'intérieur. Or, cet équilibre va être en permanence perturbé, menacé. Là, on parlait de la température pour le corps. Mais si c'est une association, ça peut être perturbé par le fait qu'il y ait de moins en moins de membres, ou de plus en plus de membres, ou des problèmes d'argent, ou des problèmes de nouvelles législations. Donc, l'association va s'adapter. De la même manière, une famille va tout le temps fabriquer des stratégies d'adaptation. Prenons l'exemple d'une... Peut-être vous avez remarqué que l'autoroute qui va de Nantes à Bordeaux fait un grand détour qui contourne Niort. Pourquoi elle ne va pas tout droit? Eh bien parce qu'au milieu, il y a le marais Poitevin, avec des canaux, des arbres, des animaux. Il y a là un écosystème qui a été considéré comme fragile et qu'une autoroute risquait de détériorer. Et on sait que les écosystèmes sont très complexes et peuvent être menacés par des perturbations soit naturelles, peut-être qu'il va y avoir trop de pluie, trop de sécheresse, du froid, de la chaleur, donc ils vont menacer l'écosystème, mais un écosystème peut être menacé aussi par une intervention humaine, comme là une autoroute, ou bien la pollution. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la pollution qui détruit les abeilles qui sont
extrêmement précieuses pour toute la pollinisation. Mais si les abeilles disparaissent, c'est tout un écosystème qui s'effondre, puisque beaucoup de fleurs ou de végétaux ne vont plus pouvoir se reproduire. Et s'ils peuvent plus se reproduire, ils peuvent plus pousser. Les autres espèces qui vivent grâce à ces plantes-là vont disparaître. Et c'est donc quelque chose qui va se détériorer ou disparaître. Parce qu'on aura changé un élément du système. Donc les écosystèmes sont très puissants dans leur capacité d'équilibre. Ce sont des ressources vivantes, mais ont aussi des limites à résister à tel ou tel type de changement. Une famille va résister au fait qu'un des enfants a des problèmes à l'école. Ça ne va pas détruire le système. Non. Peut-être certaines familles vont moins facilement résister au fait qu'un enfant soit en difficulté à l'école. Parce qu'un des parents va se rigidifier, parce que il va y avoir de la tension, il va peut-être y avoir du conflit, de la dispute. Le jeune va devenir encore plus distant, peut-être plus agressif, va fuguer, Vous voyez, donc face à un même élément, tel système va s'autoréguler, tel autre va partir en perturbation. On a ici donc des êtres vivants qui vont présenter des tensions, qui vont présenter des troubles du sommeil, qui vont présenter des difficultés relationnelles, sexuelles. Mais la question qu'on va alors devoir se poser, c'est est-ce que la difficulté, elle est apparue comme ça, toute seule à l'intérieur de cette personne, ou bien il y a eu aussi une perturbation de l'écosystème de cette personne. Et donc on va trouver ici une autre manière de penser au patient qui est là avec moi, de penser à l'être vivant. Il a sa propre écologie interne, sa physiologie, son expérience, ses valeurs, ses projets, son corps, donc comme une totalité, mais il fait aussi partie d'une autre globalité. Et cette autre globalité va impliquer d'autres êtres humains qui vont agir sur lui, de la même manière que lui, il agit sur les autres. Et la prise en compte de cette globalité s'appelle le modèle systémique dans les modèles thérapeutiques. Alors on peut faire de l'hypnose sans modèle systémique, sans penser à cette globalité, et donc s'occuper de l'individualité, de l'équilibre interne de la personne qui est en difficulté. C'est ce qui se faisait pendant très longtemps. La notion de système, je vous disais, c'est vraiment structuré dans les années 60, 70, mais auparavant, personne ne voyait les choses comme ça. Et ce qui fait que les soins, par exemple, étaient toujours individuels et individualisés. D'ailleurs, la psychanalyse a gardé cette logique-là. Elle s'est construite dans les années 1900, à une époque où personne ne voyait les choses de manière interactive ou relationnelle. C'est quand même extraordinaire comment un nouveau concept scientifique permet de voir le monde d'une manière nouvelle. Mais il y a au moins un personnage important dont nous avons déjà parlé, Erikson, qui avait des sortes d'intuitions dans ce pas de connaissances scientifiques, mais des sortes d'intuitions, puisque déjà avant qu'il ne soit question de modèle scientifique, il pouvait recevoir des couples, il pouvait recevoir des enfants avec leurs parents, il pouvait recevoir un frère et une sœur, parce qu'il avait cette connaissance intuitive que peut-être qu'il faut changer quelque chose et qu'il faut qu'il y ait une évolution de la relation entre certaines personnes pour voir de l'amélioration, de l'évolution ou de la guérison. Et c'était complètement révolutionnaire. Erikson vivait à Phoenix et cette, entre guillemets, école de Palo Alto, c'est c'est San Francisco. C'est à la fois loin, mais pour les États-Unis, c'est pas loin, ça fait quelques centaines de kilomètres. Et ces chercheurs-là, qui ont mis en évidence, qui voyaient bien que la communication était essentielle pour soigner les gens, eh bien finalement, ils ne disposaient pas de beaucoup d'outils thérapeutiques. Ils ne savaient pas trop comment faire avec ça. C'était tellement nouveau. Mais ils avaient entendu parler de Milton Erickson, qui, à quelques centaines de kilomètres de là, avait une renommée qui avait beaucoup grandi. Et ils avaient entendu dire qu'il travaillait avec des familles déjà, ou avec des couples, ou avec plusieurs personnes. Alors il y a eu un lien qui s'est établi entre ces deux pôles, ces deux modalités thérapeutiques qui se sont nourries l'une et l'autre. donc un système, Voilà, et qui ont fabriqué un nouveau système. une nouvelle boucle. Donc ces connaissances sur la communication, sur l'interaction sont venues dans le modèle ericksonien, et le modèle ericksonien a amené beaucoup de stratégies qu'Erikson faisait avec ses patients, dont l'hypnose.
Tant et si bien que quand l'hypnose est arrivée en France, en fait, elle est arrivée accompagnée d'un modèle systémique et ce que nous pourrons aborder plus tard, le modèle de thérapie brève. Autrement dit, quand on pense l'hypnose ericksonienne, qui s'est donc vraiment structurée et qui a vraiment été reconnue à partir de 1960, eh bien, il y a aussi dans cette hypnose quelque chose de très fondamentalement différent de l'hypnose classique directive qui, elle, soigne la personne, et l'hypnose ericksonienne qui soigne la personne dans son environnement. C'est-à-dire, il y a une conception complètement écologique au fondement de cette hypnose-là. Je raconte une histoire. Voilà, quand un patient se présente à moi, je vais toujours avoir un temps dans mon évaluation, un temps systémique. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'on appelle un génogramme. Le génogramme est un schéma des personnes les plus proches de mon patient. Donc, classiquement, sa famille proche. Si c'est mettons un homme de 50 ans, il aura peut-être des parents, il a des enfants, il y a peut-être petits-enfants, il y a peut-être des couples autour, des frères, des sœurs. Donc, il va y avoir un certain nombre de personnages qui vont apparaître. Et je vais toujours évaluer avec mon patient comment ça marche les interactions avec les uns et les autres. Voilà. Dans beaucoup de circonstances, ça se passe très bien. Dans beaucoup de circonstances aussi, ça se passe pas si bien que ça. Vous voyez, par exemple, une notion qui a été étudiée, c'est quels sont les déterminants qui font que quelqu'un fasse une dépression. Le plus fort, c'est la maladie ou le décès d'un enfant. Le deuxième déterminant sont des problèmes de couple. Si cette personne-là arrive avec une dépression et qu'il y a des problèmes de couple, tant que les problèmes de couple perdurent, la dépression risque fort de rester là. Donc, dans ma conception, ou dans la conception de ce genre de soins, il va falloir travailler et avec la dépression, qui est un problème, on va dire, intra-individuel, et cette relation perturbée. Et les deux doivent coévoluer. Et si les deux coévoluent, alors tout va pouvoir se transformer, mais aussi parce que la relation aura évolué. Mais s'il la refuse. Ce qui fait que, par exemple, si je vois, mettons, un homme, 40 ans, et qui a une difficulté de couple, très, très facilement, je vais inviter le conjoint à venir aussi me rencontrer. Et du coup, on va pouvoir faire évoluer le système de ce couple-là, va pouvoir évoluer soit parce que la dépression s'améliore, ce qui fait que le monsieur allant mieux, il va faire une relation meilleure avec sa conjointe, soit parce que la relation entre eux s'améliore, et que du coup, la dépression va aussi s'estomper. Du coup, on a une plus grande souplesse pour soigner les gens. On peut aller par un bout ou par l'autre. Je raconte une histoire, une parmi beaucoup d'autres, mais elle est très jolie. C'est un monsieur qui a 70 ans. Il vient me voir dans un état d'agitation et de douleur extrême. Il rentre dans mon cabinet, il est très agité. Il dit « Oh là là, faut me sauver, faut me soigner. J'ai mal partout. » Il se tape le corps, le ventre, sur les côtés, le dos, partout. Alors, je fais cet entretien d'évaluation. Sa femme est dans la salle d'attente. Mais ils ont décidé que lui venait tout seul à cette consultation. Donc, il n'est pas question que je fasse de l'hypnose avec lui dans cette première consultation, mais que je créer un lien avec ce monsieur-là, que je fasse cette alliance, que je comprenne ce qui se passe, que j'évalue, que je vois un peu si je suis compétent, si c'est cohérent, que je vois un peu, que j'explore un peu ces douleurs, savoir si elles ont été étudiées, s'il y a eu des examens, s'il y a eu qu'est-ce que c'est toute cette histoire-là. Et quand on va se séparer, il me dit, mais vous faites pas d'hypnose? Je dis non, il dit « Oh là là, faut faire quelque chose. » Je dis « D'accord, on va faire quelque chose, on va se revoir dans quelques jours. » Mais on a déjà fait quelque chose, tous les deux, quelque chose d'important, puisque on a discuté, on a compris l'un et l'autre ce qui se passe, ce qu'on peut faire, et je vous vois dans quelques jours. Donc il accepte qu'on ne fasse pas d'hypnose. De toute façon, de manière là, il n'avait pas le choix, puisque c'est moi qui décide. Ça fait partie aussi du cadre. Oui. Le cadre, c'est que c'est toujours le soignant qui décide des outils thérapeutiques. L'hypnose, c'est toujours le soignant qui décide qu'il y aura hypnose ou non. C'est pas parce que le patient dit « je veux une séance d'hypnose » que le soignant va faire une séance d'hypnose. Toujours est-il que ce monsieur revient me voir, on va dire une semaine après, il est beaucoup plus calme. Il est vraiment beaucoup plus calme. Quand il s'exprime, c'est plus posé. Il a toujours autant de douleur, mais il exprime de manière moins violente, en quelque sorte, en tout cas moins achetée. Et on fait une séance d'hypnose par rapport à ces douleurs, une des séances qu'on a évoquées précédemment. Il est soulagé pendant la séance,
Il repart chez lui, je ne sais pas évidemment quel va être l'impact de cette séance. Et puis il revient pour donc cette 3e séance. Il rentre dans mon cabinet et la première chose qu'il me dit, « Est-ce que vous pourriez voir ma femme aussi ?» Je dis, « Comment ça la voir ?» Il dit, « Oh ben, parce que depuis tout le temps où je vais pas bien, elle a beaucoup souffert. Et ce serait bien de pouvoir vous occuper d'elle. » Alors je lui dis, « Ok, d'abord je vais m'occuper de vous et on en parle tout à l'heure. » Et donc avec le monsieur, il était soulagé, on a surtout discuté et au bout de quelques minutes, je lui ai dit, ben maintenant, on va aller demander à votre épouse ce qu'elle souhaite. Donc elle est venue et d'emblée elle me dit, ah oui, je me sens si très fatigué, je me demande si je ne suis pas déprimé, je voudrais vous voir. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive, à quoi vous attribuez-vous le fait que vous soyez pas bien comme ça? Alors le monsieur il dit tout de suite, bah ouais, mais c'est parce que moi je vais pas bien depuis 1 an et demi. Et elle a dit, non, c'est pas là que les choses ont commencé. Je vais pas bien depuis que ma fille est décédée il y a 5 ans. Et elle dit à ce moment-là, et moi je pense que si mon mari va pas bien, c'est parce que depuis 5 ans je vais pas bien. Et à ce moment-là, les choses ont été assez simples. Les douleurs de ce monsieur se sont très très largement apaisées. Cette dame-là, elle a pu parler de son deuil, on a fait de l'hypnose aussi avec elle pour l'aider, mais très rapidement, il y a une nouvelle harmonie qui s'est mise en place pour eux. Alors que le système était très déséquilibré depuis plusieurs années, eh bien c'est aussi un nouvel équilibre de leur écosystème qui est apparu et qui fait que d'un côté la dépression, de l'autre côté les douleurs se sont estompées. On vient de voir ici une manière dont le système soutient l'évolution, l'amélioration, les changements. C'est une ressource pour chacun d'entre nous. Ah oui. J'évoquais avec vous un peu plus haut cette dame de 28 ans qui souffre depuis qu'elle a 14 ans. Elle a des peurs, mais je vous l'ai dit aussi, surtout des troubles du sommeil. En fait, elle présente des terreurs nocturnes. Depuis qu'elle est enfant, et dit depuis qu'elle a 5 ou 6 ans, mais surtout depuis qu'elle a à peu près 14 ans. Et elle m'explique qu'à 14 ans, elle a découvert que sa sœur, plus grande de 6 ans, avait été abusée par le grand-père pendant des années et des années. Et elle apprend ça quand elle a 14 ans. Déjà, elle avait les terreurs, mais là, ça s'est beaucoup aggravé. Donc les peurs, l'angoisse. Évidemment, à partir de là, elle ne voulait plus aller chez ses grands-parents, on comprend. Mais curieusement, ses parents la forçaient à aller chez les grands-parents. Parce qu'il y avait eu un déni très très fort de tous ces événements dans la famille. Ce déni a été très violent pour la sœur aînée, qui aujourd'hui, quand je la rencontre à 34 ans, et ce déni était extrêmement violent pour elle aussi, puisque elle était à la fois souffrante, en colère, inquiète, en danger, et qu'en fait, elle ne pouvait ni en parler, ni demander de l'aide, ni être aidée. Et quand elle a commencé à évoquer un peu plus tard, ou quand il lui a été dit un peu plus tard que ce serait bien qu'elle voie un psychologue, sa mère s'y est toujours opposée. Et maintenant, elle a 28 ans, elle a réussi à dépasser l'interdit maternel. On voit ici comment un système qui, d'une certaine manière, joue son rôle de protection ou d'équilibre, ici, c'est un équilibre mortifère. Un système dans lequel tout le monde est en souffrance et personne ne peut plus bouger. Donc un système, c'est la meilleure des choses, parfois c'est la pire des choses. Elle est suffisamment grande et mature aujourd'hui pour venir s'occuper de ses difficultés internes, mais elle a bien conscience aussi que ça risque de perturber l'ensemble du système général, sa mère, son père, les grands-parents, les sœurs, que ça va peut-être générer des conflits. Elle est aujourd'hui maman d'une petite fille qui a 6 ans, et c'est comme si c'était l'âge de son enfant. 6 ans, est-il dit, ou a-t-elle compris l'âge où sa sœur a commencé à avoir ses abus. 6 ans, c'est l'âge où elle-même a commencé à avoir les terreurs. Et c'est étonnant, d'ailleurs, c'est une hypothèse, c'est un peu comme si ces terreurs qui viennent la nuit, c'était aussi une manière de se protéger elle. De se protéger, comme s'il y avait toujours aussi dans sa conscience, même la nuit, une espèce d'alerte qui reste pour se protéger. Parce que le grand-père venait abuser de sa petite fille la nuit. Donc ici, on voit comment un système peut résister on pourrait dire, à la guérison ou au changement positif d'un de ses membres.
Le podcast Hypnose et Santé est une création Émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.